Dès son réveil, Rocal sut que la journée qui s'annonçait serait unique dans son existence, qu'elle se révélerait d'une exceptionnelle intensité. Tout son être vibrait. C'était le jour. Il avait maintenant atteint l'âge adulte et tout le clan se préparait à l'observer, dans l'attente de le voir passer la dernière étape, le cap qu'il était encore dans l'obligation de franchir avant de pouvoir prétendre à la succession de son père. C'était ainsi. Le fils du roi avait, tout comme les autres, approuvé sa valeur et son courage au combat pour être reconnu comme légitime héritier de la couronne. Si par malheur il échouait dans sa tentative, alors il devenait simple parmi les simples, et ainsi rentré dans le rang des soumis, regardait avec envie les prétendants autorisés se défier jusqu'à ce que l'un d'entre eux parvienne à affirmer sa puissance en imposant aux autres sa force. Venait enfin pour celui-là l'instant décisif, le moment du combat final contre le roi lui-même qui défendrait son trône jusqu'à l'épuisement. Voire jusqu'à la mort, puisqu'en cas de défaite, il se retrouverait déchu. Forcé de s'exiler sous les huées humiliantes et les colibets féroces des femelles de la troupe. Celle-ci viendrait immédiatement se placer sous l'autorité du nouveau chef, essayant sans honte de gagner ses faveurs pour être admise au rang envié de favorite. Rocal, lui, était certain de sa force. Il était confiant. Il s'entraînait depuis si longtemps, chargeant sans relâche un ennemi imaginaire en poussant des cris rauques de plus en plus puissants. D'ailleurs, il avait déjà réussi à vaincre à ce jeu plus que rugueux la plupart de ses cousins. Il faut dire qu'il les dépassait tous par sa taille exceptionnelle, et que sous sa peau roulaient des muscles puissants qu'il savait faire saillir lorsqu'il se préparait pour un combat. L'adversaire, impressionné par cette force brute qui d'emblée le subjuguait, hésitait à pousser ses assauts, assuré de s'engager dans un combat perdu d'avance. Enfin, depuis peu, quelques-unes de ses cousines étaient venues se frotter à lui laissant entendre câlinement qu'elles apprécieraient de le voir régner sur la troupe, et qu'elles sauraient se faire douces devant sa noble puissance. Chacune tentant déjà d'établir une relation privilégiée qu'elle chercherait à exploiter sans scrupule dès qu'il s'installerait sur le trône de son père. Il savait qu'il gagnerait. Tout le lui confirmait. Aujourd'hui, sa rage était sur le point d'exploser. Il était prêt. Il se mit en route. De son côté, figé dans son poste d'observation, Malinois le chasseur ne se sentait pas au mieux de sa forme. Il était fatigué. Il avait froid et une douleur qu'il connaissait bien lui taraudait les tempes. Pour tromper le temps, il se remémorait ces derniers jours qu'il venait de passer avec ses deux compagnons de chasse. Ils avaient préparé comme il se doit l'ouverture, apaisant l'impatience qui les gagnait et la soif de gibier qui les prenait aux tripes sous des flots d'alcool. Durant 3 jours, ça avait été la fête dans sa maison. Et quelle fête! Une fois les fusils nettoyés et graissés, ils avaient apprêté les ceinturons et les baudriers, et s'étaient bien vite trouvés à court de bière. Mais jamais dépourvus de ressources car pétris d'une longue expérience en la matière, ils étaient descendus en riant et en rotant à la cave pour déguster la dernière trouvaille du Malinois. Un marc de raisin découvert dans une foire agricole et dont il avait acquis plusieurs bouteilles pour les boire avec ses vieux complices.
C'est là que tout en goûtant et en regoûtant l'alcool blanc, chacun avait raconté ses histoires, les meilleures, celles que tous connaissaient déjà par cœur, mais qu'ils ne se lassaient jamais d'entendre, car c'étaient les seuls auxquels, du fond de leurs cerveaux embrumés, ils accordaient encore quelque intérêt. Des histoires de chasse, bien sûr, de luttes extraordinaires avec des sangliers ou des cerfs hors du commun, et qui se terminaient toutes, comme il se doit, à l'avantage du narrateur. Pour se féliciter encore une fois de ses exploits qu'il relatait avec une intensité telle qu'il en tremblait toujours autant d'excitation, le chasseur se resservait un verre qu'il buvait cul-sec avant d'écouter à son tour l'air béat, son voisin raconter son histoire à lui. Une histoire au fond tellement semblable à celle que lui-même venait de mimer, mais qu'il trouvait malgré tout si passionnante. Cette nuit-là donc, celle qui précédait l'ouverture tant attendue, avait été plus qu'arrosée. Une fois le marc épuisé, ils avaient enchaîné avec la charcuterie maison, accompagnée d'un vin puissant que le Malinois produisait lui-même malgré les interdictions répétées, et tout autant méprisées, qui lui avaient déjà été notifiées par le maire du village. Pour finir, ils s'étaient endormis à l'endroit même où ils se trouvaient, comme ils étaient, qui appuyés contre un tonneau, qui renversés sur une chaise, tous trois ronflant leur mauvais vin. À l'aube pourtant, ils se retrouvèrent debout, l'œil brouillé et les jambes vacillantes, mais très excités et fermement décidés en dépit de leur mal de tête lancinant à faire parler la poudre. Nom de Dieu, on allait voir ce qu'on allait voir. Malgré le froid qui perçait leurs épais vêtements, accompagnés d'un seul chien, ils s'enfoncèrent dans la forêt encore sombre à cette heure. Ils n'échangeaient que de rares paroles, chacun retrouvant peu à peu ses habitudes de traqueur. La végétation humide était noyée d'un brouillard qui leur donnait de longs frissons. L'alcool qui les imbibait parfumait leur sillage d'une odeur peu agréable, pendant qu'à chaque expiration se formait un petit nuage bien vite évaporé, témoin de la température élevée qui régnait dans leur poitrine. Ils atteignirent bientôt leurs postes respectifs et s'installèrent à quelques mètres les uns des autres. Ils préparèrent leurs fusils puis s'immobilisèrent, silencieux, laissant remonter en eux les émotions fortes et sauvages que suscite l'attente du gibier. Bien que toujours chavirés par tout l'alcool qu'ils n'avaient pas fini d'évacuer, ils vibraient, impatients de sentir l'odeur de la poudre et de retrouver l'ivresse des coups de feu qui déchirent la quiétude du petit matin. Peut-être était-ce l'instinct, mais quelque chose en tout cas leur dictait que cette journée serait particulière. En compagnie de ses trois sœurs, Rocal avançait lentement dans le bois. Il était nerveux, jetant sans cesse autour de lui des coups d'œil appuyés, réagissant au moindre froissement de feuilles. Tout son corps frémissait. Soudain, un pressentiment. L'ennemi était là. Il percevait son odeur s'il ne pouvait le distinguer. Le soleil tardait à se lever et le sous-bois restait d'un noir profond. Il s'arrêta. À cet instant précis retentit un bruit assourdissant qui roula sans fin d'arbre en arbre. Dans la seconde qui suivit, claqua un second coup de tonnerre. Voyant avec horreur s'effondrer sa plus jeune sœur qui s'était imprudemment détachée du groupe en s'avançant de quelques mètres, Rocal courut se mettre à l'abri, entraînant avec lui les deux princesses affolées qui ne comprenaient pas. Lui enrageait de n'avoir rien vu, rien deviné avant les coups de feu. À quoi lui servait d'être si fort, si dès la première embuscade, il perdait sa sœur et s'enfuyait, la peur au ventre?
Une fois les deux jeunes femelles effrayées mises hors d'atteinte, il se ressaisit et cessa de courir. Après quelques instants de réflexion, ayant recouvré son souffle, il rebroussa chemin. Il se déplaçait avec d'infinies précautions sur les feuilles mortes qui tapissaient le sol. Les branchages semblaient s'écarter devant lui quand il les traversait en s'y coulant sans effort. Près de l'endroit maudit où était tombée sa sœur, il s'immobilisa, se fondant au cœur de la forêt pour observer. 3 hommes menaient grand bruit autour du corps de la jeune princesse, riant fort et se lançant de grandes claques dans le dos. Ils avaient posé leurs fusils à terre, et à côté d'eux, un chien qui courait de l'un à l'autre ne cessait d'aboyer. Incapable de contenir sa haine, Rocal poussa un cri énorme, et les yeux fous fonça sur le groupe tétanisé de peur. En 2 bonds, il fut sur le premier homme et le frappa dans le dos sans retenir son coup de tête. L'homme mourut sur le champ, la colonne vertébrale brisée. Tuant le chien d'un coup bien ajusté de ses sabots, il se retourna dans un nouveau cri, glaçant dans leurs veines le sang des 2 chasseurs qui comprirent qu'il n'y aurait pas de pardon. L'un d'eux tenta sa chance en s'enfuyant. Rocal l'ignora, préférant charger le dernier homme qui levait dans un geste dérisoire ses mains devant lui, comme pour repousser l'animal. Les bois du cerf en furie balayèrent l'obstacle ridicule pour venir s'enfoncer dans la poitrine de l'homme. Redressant la tête d'un mouvement rageur, l'animal souleva le Malinois et le projeta dans les airs. Pantin désarticulé, le corps s'écrasa sans vie sur le sol où gisait la princesse défunte. Rocal, le fils du roi, avait vaincu les chasseurs. Il poussa un brame de triomphe que tous les animaux de la forêt entendirent et comprirent. Cette année, il n'y aurait pas d'autre prétendante au trône. Quant aux autres chasseurs, petit à petit la peur s'installa en eux. Le rescapé racontant à qui voulait l'entendre, et ils furent nombreux à venir l'écouter, sa terrible histoire, insistant avec force détail sur son propre rôle et sur les efforts désespérés qu'il avait déployés, en vain, pour sauver ses valeureux amis. La mort dans l'âme, il avait dû, à leur demande, se résoudre à les abandonner, baignant dans leur sang pour courir chercher des secours, qui hélas étaient arrivés trop tard. Il s'en voulait terriblement de ne pas avoir pu revenir à temps pour les sauver. Il avait fait tout ce qu'il avait pu. Parfois même il lui arrivait d'y croire et de pleurer. Avec le temps, dans les campagnes, on parla bientôt à voix basse d'un cerf énorme et tout noir, aux horribles yeux rouges et aux naseaux fumants, féroce tueur d'hommes, qui régnait sans partage sur le bois de l'Encorné. Nul n'osa plus jamais s'y aventurer au petit matin. Sans doute ont-ils eu raison.